Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de French Morning organisé aujourd'hui avec le French American Entrepreneurship Award. On va vous en dire un peu plus dans quelques secondes. On va parler start-up. Évidemment, le sujet, c'est comment booster sa start-up aux États-Unis. On a la chance d'avoir deux entrepreneurs qui vont nous raconter leur expérience, qui sont tous les deux intimement liés au French American Entrepreneurship Awards. Ils vont nous le dire dans un instant pourquoi. C'est Guillaume Bouvard, qui est cofondateur d'Extend Enterprise, et Paul Aubert, qui est président et cofondateur de Be My Van. Et nous avons aussi avec eux la chance d'avoir Hervé Linder, qui sera un peu notre expert pendant cette heure. Hervé, lui, est avocat, partenaire d'Ernst Linder LLC et évidemment expert à la fois en question d'immigration pour les entrepreneurs et les entreprises, mais aussi plus largement d'implantation et d'implémentation aux États-Unis. Donc, il pourra nous apporter son éclairage pendant toute cette heure. L'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation la plus pratique possible sur tous ces enjeux et toutes ces questions que se posent les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs en train de s'installer, s'étant récemment installés aux États-Unis, projetant de s'y installer, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en chat, à éventuellement même, il y a un petit bouton sur Zoom, si vous nous suivez sur Zoom, qui vous permet de lever la main pour poser les questions. Donc, allez-y, on essaiera d'être aussi interactif que possible, même si on a énormément de questions. Et on va commencer tout de suite. D'ailleurs, si vous voulez, dans le chat, si vous avez cette possibilité de nous dire qui vous êtes, simplement, est-ce que vous êtes en phase d'implantation aux États-Unis, déjà entrepreneur aux États-Unis, envisageant de le devenir, en early stage d'une start-up ou au contraire déjà dans une entreprise qui a grossi, de manière à ce qu'on puisse voir quels sont vos centres d'intérêt. Donc, allez-y, n'hésitez pas à mettre tout ça dans le chat et on essaiera de répondre autant que possible à ces questions et à vos préoccupations. Je vais commencer tout de suite avec Guillaume Bouvard, qui est donc, j'ai dit, cofondateur d'Extend Enterprise. Guillaume, merci beaucoup d'être là. Je voudrais juste que tu commences par nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est que Extend Enterprise, qu'est-ce que tu fais, puis après on racontera un peu ton lien avec le French American Entrepreneurship Award. Juste une seconde avant, à propos de ce French American Entrepreneurship Award, c'est donc un concours qui est destiné aux entrepreneurs francophones aux États-Unis qui ont un projet d'entreprise ou qui ont déjà commencé à créer une entreprise aux États-Unis. Ça permet de les accompagner. Il y a un prix en cash et puis il y a surtout des accompagnements d'experts pour les aider à développer leur projet ici. La finale a lieu début juin, évidemment. Vous pourrez lire tout ça dans French Morning. C'est un prix qui a été créé à New York par un club d'entrepreneurs qui s'appelle le Club 600, qui est maintenant géré à la fois par le Club 600 et les conseillers du commerce extérieur. Et qui, depuis de nombreuses années maintenant, je ne sais plus si Hervé ou Guillaume, vous vous souvenez le nombre d'années que la FEAE existe, mais ça fait peut-être une quinzaine. Oui, 15 ou 16 ans, je crois. 15 ou 16 ans, voilà, remet année après année à des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses ou entrepreneurs un prix pour essayer, encore une fois, de mettre en avant leur projet et de les aider. Voilà, donc Guillaume, d'abord sur Extend Enterprise et comment ton aventure a commencé, comment l'entreprise a commencé. Ok. Peut-être juste en quelques mots, mon background. Moi, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. J'ai travaillé dans une très grosse entreprise aux États-Unis. Et il y a 5 ans, grosso modo 5-6 ans, j'ai décidé de changer de voie et de passer du côté de la force. Je suis devenu entrepreneur et j'ai créé Extend avec 2 autres personnes. Extend, c'est une société dans les paiements pour les entreprises qui aide les entreprises à optimiser la façon dont ils font leurs paiements pour faire des achats, tout simplement. Toute notre plateforme est basée sur la technologie des cartes virtuelles de paiement. Et peut-être une grosse différence par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est qu'en fait, à la place de proposer une solution qui concurrence les banques, on propose une solution qui aide les entreprises à garder la relation qu'ils ont avec leurs banques et à donner en quelque sorte des super pouvoirs
à leur carte de crédit actuelle, de façon à ce que leur carte de crédit demain puisse faire du spend management, ce qu'on appelle spend management. Voilà. Et alors, ça, c'était la question que tu voulais me poser. Il y a un autre angle, donc ça, c'est un peu ce que fait Extend. Peut-être sur Extend, en quelques mots, nous, ça fait Voilà. donc, ce que j'ai dit, 5-6 ans qu'on est aux États-Unis. En termes de chiffres, on est 90 aujourd'hui à New York et dans quelques autres États aussi aux États-Unis. On a levé environ 55 millions de dollars, un peu plus. Et en termes de chiffres, on travaille environ avec 5000 entreprises qui sont des entreprises clientes. Et l'année dernière, notre plateforme a processé, je ne sais plus comment on parle en français, mais environ 3 milliards de dollars de volume d'achat. Très bien, merci. On reviendra évidemment sur l'entreprise, sur ses spécificités, éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées dans votre développement ici, les choses qui peuvent inspirer tous les gens qui nous écoutent. Paul, juste pareil, en 2 minutes, si tu veux nous expliquer, alors on est dans un univers totalement différent là. Beaucoup plus, j'allais dire concret, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, terre à terre peut-être, en tout cas sur la route, c'est sûr, euh, avec Be My Van. Et Paul, lui, a gagné le prix l'année dernière, le prix FAEA l'année dernière. Voilà. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce qu'est Be My Van et comment tu as commencé aux États-Unis? Alors, bien sûr, on n'a pas gagné FAE l'année dernière, on a terminé second. On aurait bien Second, aimé, pardon. mais on a Groover qui a gagné devant nous. Moi, je m'appelle donc Paul Aubert. Merci beaucoup de me recevoir et de présenter Be My Van. Be My Van, c'est une histoire un peu particulière parce que après avoir été diplômé avec mon associé Benoît Lafont, on a décidé de se lancer dans un voyage un peu incroyable en achetant un school bus américain et en le rénovant en hôtel itinérant. Et on a traversé toute l'Amérique latine, donc de San Diego à Buenos Aires, en recevant des voyageurs. Et donc, suite à ce voyage-là, on a reçu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient voyager de cette façon-là. Donc, on a acheté un second véhicule, on a commencé à organiser des voyages aux États-Unis, et puis le Covid nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et donc, on a réalisé un pivot à ce moment-là, où on est passé d'une agence de voyage à une entreprise de retail, où on aménageait et on revendait des school bus, puis des vannes. Et donc, aujourd'hui, on est focus sur des vannes comme ce qu'il y a derrière moi, donc des vannes qui sont l'équivalent des Fiat Ducato en France, qu'on aménage pour la majorité de nos clients qui sont des full-time living, donc qui vivent à plein temps dans leur véhicule, par choix, pas par obligation financière, mais bien parce que grâce à la technologie qu'on leur apporte, ils sont capables de pouvoir travailler, comme on dit aux États-Unis, down by the river. C'est plus une menace pour des parents en disant attention, si tu ne travailles pas bien à l'école, c'est un peu un lifestyle que les gens veulent choisir. Et donc aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on développe cette nouvelle activité suite au Covid. Où on aménage des vannes. En termes de chiffres, on a 25 employés, on est basé à Las Vegas et on produit à peu près une centaine, on a produit 70 véhicules l'année dernière, on va en produire 120 cette année. Et donc, notre objectif, c'est de ramener un peu les gens vers l'outdoor et donner la possibilité à nos clients de pouvoir voyager dans des conditions un peu plus confortables que ce qui existe sur le marché. Et donc, Be My Van est né depuis mi-2020. D'accord. Merci, merci beaucoup. On va essayer de suivre un peu cette avancée, la façon étape par étape dont se passe une implantation aux États-Unis ou une ouverture aux États-Unis. Encore une fois, on est dans 2 cas très, très différents avec Be My Van et Extend Enterprise, non seulement en type d'activité, en taille aussi maintenant. J'imagine que les 60 millions de Guillaume feraient un peu rêver Paul. Donc voilà, donc évidemment, on a bien conscience qu'on balaye un champ assez large. Néanmoins, il y a forcément des points communs. On est dans l'entrepreneuriat quand même. Et finalement, dans les conversations qu'on a eues tout à l'heure, Guillaume disait on a tous été early stage à un moment et on a tous commencé de zéro ou pas grand-chose. Donc voilà, justement pour commencer, une des questions qui, au-delà évidemment du produit, du marché, des choses essentielles, mais une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, les questions qu'on se pose comme entrepreneur, c'est comment est-ce qu'on va le faire aux États-Unis avec des questions qui reviennent toujours très basiques sur le type de structure juridique, par exemple. On parlera aussi d'immigration tout à l'heure et Hervé, évidemment, est là aussi pour nous donner son expertise là-dedans.
Mais justement, sur la façon dont on se lance d'un point de vue juridique, alors notamment quand on vient de France, ce qui est le cas de Paul, enfin qu'on avait une activité en France, qu'on a essayé d'importer, d'implémenter ici, ce qui est différent, on l'a dit pour Guillaume, hein, qui lui a commencé 100% comme une entreprise américaine. Mais donc pour Paul, comment tu as abordé cette question du choix de l'instrument juridique, du choix du type de boîte qu'il fallait faire, etc. Alors, nous, on est bien évidemment, ça passe par beaucoup de discussions avec des contacts qu'on avait qui avaient créé des entreprises ou tout du moins qui étaient présents aux États-Unis en leur demandant un peu comment toi, quel a été ton process. Donc, on essaie de prendre un peu le chemin par lequel certains sont passés. Et donc, on nous a recommandé un avocat d'immigration qui nous a permis de commencer à réfléchir à tout. On pensait que le visa était la première étape, mais en fait, il y a la création d'entreprise qui est la première étape. Mais je pense que Hervé pourra nous donner plus de précision sur ces points-là. Et donc, on s'est rapproché de professionnels, donc un CPA, un comptable, un fiscaliste et un avocat pour pouvoir créer notre entreprise. Alors, il y a plusieurs choix de création d'entreprise. Je ne vais pas être trop technique, mais entre la C-Corp, la LLC, et il y en a encore d'autres, en fonction des besoins de l'entreprise ou du moins du format de l'entreprise, si a vocation à avoir beaucoup de levées de fonds. Je pense que Hervé sera plus précis dans ses réponses là-dessus. Et donc ensuite, il y a eu la création de l'entreprise aux États-Unis, puis la mise en place du visa, des allers-retours avec les États-Unis pour pouvoir faire une étude de marché, expliquer quelle était la valeur ajoutée de l'entreprise, quelle était notre valeur ajoutée, montrer aux États-Unis qu'on était bien là pour créer de la valeur, rechercher à développer de l'emploi et à payer des taxes, bien évidemment. Et donc, c'est tout ce processus-là qui passe par beaucoup de conseils, beaucoup de discussions, parce qu'au début, c'est vrai qu'on est face à une montagne qui est comment j'attaque le marché américain, comment je m'implante, comment je suis légal, et avec à mon avis, notre écho français qui dit qu'il faut tout bien faire dans les règles pour ensuite commencer à développer son activité. Donc, je dirais que ça a été d'abord beaucoup de discussions avec des gens qui sont présents sur le marché et ensuite avec des professionnels de chaque secteur qui vont être comptables et avocats majoritairement. Hervé, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, alors en fait, je pense que la façon la plus simple et efficace de voir une implantation, c'est de faire un rétro-planning et de se dire, voilà, je veux m'implanter aux États-Unis, quelles sont les étapes? Il y a effectivement deux étapes principales, c'est-à-dire la partie constitution de société et la partie immigration. Mais ces deux étapes sont intimement liées, à mon avis, puisque en fonction de la constitution de la société et du type de société qu'on choisit et du montage qu'on choisit, on peut être ou ne pas être éligible à certains types de visas. Donc, c'est important que les deux soient dans la discussion très, très en amont du processus. Pour revenir rapidement à la façon dont ça se passe, effectivement, il y a deux types de sociétés aux États-Unis. Le droit des sociétés, je ne vais pas être technique, mais le droit des sociétés est un droit étatique. Donc, chaque État a son propre droit des sociétés et vous avez essentiellement des corporations, qui sont l'équivalent des SA ou SAS françaises, et des LLC, Limited Liability Companies, qui sont plus ou moins l'équivalent des SARL. Là encore, il y a deux types de situations. La première situation, c'est s'il y a déjà une société en France, auquel cas on préfère monter une corporation qui serait la filiale de cette société pour pouvoir exploiter tout ce qui a déjà été accompli par la société en France. Et ça, c'est très utile dans le dossier de demande de visa. Ici, c'est une société qu'on débute, ou en tout cas, les entrepreneurs, les investisseurs sont individuels et arrivent directement aux États-Unis. On peut également faire une LLC. Le problème de la LLC, c'est que c'est moins facile après pour faire des levées de fonds. On pourra en parler tout à l'heure. Et rapidement sur les visas, je pense que c'est un sujet important parce que c'est un sujet dont tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient d'aller à l'ambassade américaine, de monter le dossier de visa. C'est très facile de monter une société. Monter un dossier de visa, c'est plus compliqué. Mais si c'est bien fait, en général, ça passe. Et l'avantage qu'on a, c'est que les États-Unis et la France ont un traité commercial qui permet aux investisseurs français ou aux sociétés détenues par des investisseurs français de prétendre à un visa E2, qui est un visa d'investisseur. Et donc, ce visa permet aux investisseurs qui investissent dans la société, soit directement, soit indirectement, de venir aux États-Unis avec ce visa. L'autre avantage de ce visa, c'est que ça permet également d'embaucher des employés de nationalité française sous la houlette de l'accréditation de la société quand elle obtient ce visa. Il faut bien comprendre
comment les autorités américaines voient les dossiers. Les autorités américaines, en général, sont ravies de donner des visas E2, puisque pour eux, ça veut dire qu'ils vont avoir des investisseurs étrangers, dans notre cas français, qui vont promouvoir l'embauche de citoyens américains. Le critère d'embauche de citoyens américains est un critère qui est extrêmement important, puisqu'ils vont dire, en regardant le business plan, ils vont analyser quelle est la capacité de la société à promouvoir ou à générer de l'emploi pour des Américains. Donc ça, c'est un critère extrêmement important. En général, quand vous allez passer l'entretien à l'ambassade américaine de Paris, ils vous posent en général 2 questions, sans schématiser trop. C'est votre chiffre d'affaires et le nombre d'employés américains. C'est ce qui les intéresse, puisqu'il y a une logique, évidemment, d'investissement étranger pour promouvoir l'embauche d'Américains. Donc, à partir du moment où on a compris ça et qu'on a évidemment un produit qui fonctionne, avec un business plan qui tourne, etc., le processus de visa peut très bien se passer et se passe très bien en général. Donc, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et effectivement, on peut, avant de monter le dossier de visa, il faut créer la société, il faut que la société commence à être opérationnelle, qu'elle ait investi, qu'elle ait dépensé de l'argent, qu'elle ait voire embauché des Américains déjà au moins un ou deux, pour pouvoir avoir un dossier qui soit susceptible d'être approuvé sans problème. Voilà. Juste concernant la durée du visa, le visa E2 est valable 25 mois pour les citoyens français, renouvelable indéfiniment tant que la société est en activité. Voilà. On est passé de 5 ans à… la durée a diminué il y a 2 ans, c'est ça à peu près? En fait, voilà, il y a un principe de réciprocité aux États-Unis. Donc, les autorités françaises ont réduit la durée des visas, l'équivalent, parce que c'est un traité bilatéral, pour les investisseurs américains en France à 25 mois. Donc, les Américains ont appliqué la réciprocité. Et maintenant, c'est 25 mois. Nos voisins allemands, belges, italiens, espagnols ont tous 5 ans. C'est ce qu'on avait avant. Alors, juste une question de housekeeping. On me dit que le chat ne marche pas, mais en revanche, vous pouvez utiliser le petit bouton Q&A. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, le Q&A, pour poser vos questions, faire vos remarques, donner vos témoignages. Et éventuellement, on pourra vous donner la parole aussi. Mais allez-y, utilisez donc le Q&A plutôt que le chat qui, semble-t-il, ne marche pas. Voilà. Guillaume, donc toi, c'est évidemment une situation très différente. Hein. Tu as créé une société américaine. Tu étais aux États-Unis déjà bien avant. Une carrière essentiellement américaine, en tout cas partiellement américaine. Donc, je ne vais pas te poser les questions sur voilà, comment on arrive aux États-Unis. En revanche, ce qui pourra sans doute intéresser beaucoup de gens, c'est ce qui est à l'origine de ton projet entrepreneurial. Comment avec tu as un associé de co-founder? Deux associés. Ouais, vous êtes 3, hein, c'est ça. Ouais. Comment vous avez approché toute cette phase extrêmement importante de détermination du produit, de savoir ce que vous vouliez vraiment vendre, ce que vous vouliez faire, comment vous aviez identifié le besoin du marché? Est-ce que c'est vraiment ton expérience en consulting et avant, dans tes expériences professionnelles avant, qui a totalement déterminé ça? Raconte-nous un peu comment les choses se sont faites. En fait, moi, j'ai de la chance. J'ai travaillé dans cette industrie pendant quasiment 15-20 ans avant. Donc, en fait, je connaissais très, très bien l'industrie et je connaissais aussi très, très bien le problème des banques et le problème des clients, les challenges qu'avaient les clients, en fait, les entreprises clientes. Et donc, en fait, moi, quand je suis parti, c'était quasiment… je savais qu'il y avait ce problème qui existait et qu'il fallait le résoudre. Alors, j'ai mis un peu de temps quand même à décider de créer ma boîte parce que créer ta boîte quand tu as 3 enfants, que tu habites à New York, etc. Voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est assez évident. Ce n'est pas une décision qui est simple et c'est une décision qui se prend souvent quasiment en famille, en fait. Hein, parce qu'il y a des implications qui sont réelles pour tout le monde. J'avais la chance aussi, en fait, de très, très bien connaître un de mes cofondateurs qui s'appelle Andrew. Lui et moi, on a travaillé pendant 12 ans ensemble, donc on se connaissait assez bien. On ne travaillait pas exactement, on travaillait dans la même entreprise. On se connaissait assez bien, on avait beaucoup d'affinités et on a travaillé en fait sur le projet d'entreprise
tous les deux un petit peu le soir, on travaillait, on faisait nos modèles, on faisait ceci, des présentations, on allait voir des clients, etc., avant vraiment de prendre la décision de créer notre société. Le troisième cofondateur, c'était un de ses meilleurs amis et donc qui était aussi un développeur qui avait 15-20 ans d'expérience. Donc, très rapidement, en fait, on s'est retrouvé dans une très belle situation où on a une idée qui est très claire, on a des compétences qui sont, on a une expérience dans l'industrie qui est, je vais dire, excellente, on a un réseau dans l'industrie qui est aussi très, très, très bon, et on a des compétences qui sont très complémentaires. Et quand on monte une boîte, en fait, c'est très important de, si c'est possible, et Paul, je ne sais pas si c'était ton cas pour Be My Van, mais d'avoir des cofondateurs qui sont non seulement motivés, mais qui s'entendent bien sûr aussi, mais qui, si possible, ont des compétences assez différentes, en fait, parce qu'au final, on est trois à monter une boîte en fonction du nombre de personnes, et il faut tout faire. Donc, il faut quelqu'un, si possible, qui fasse la technologie, quelqu'un qui fasse la finance, rien que l'opérationnel, quelqu'un qui fasse le marketing, etc. etc. Et donc, quand on est tout seul, c'est très compliqué. Quand on est trois, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça permet de diviser les tâches et de tout de suite avoir une sorte d'expertise dans les murs. Donc, pour revenir à ta question, donc nous, assez simple en fait le processus. Il y a un moment où en fait on a été voir quelques clients, on avait créé ce qu'on appelle un POC en anglais, un Proof of Concept, marchait déjà très bien. Et on a été voir quelques clients qui nous disaient, nous, on signe demain matin si vous le lancez. On a été voir 2-3 VC en fait au travers de nos réseaux qui nous ont dit ça nous intéresse, on voudrait en apprendre plus, on voudrait investir potentiellement. Et puis en fait, on a levé un peu d'argent auprès de ce qu'on appelle Friends and Family au travers d'un véhicule financier qui s'appelle un SAFE, S-A-F-E, qui est un véhicule très simple de levée d'argent. Pour vous donner une idée, un SAFE, c'est 4 pages avec très peu de besoin d'avoir de l'aide extérieure pour le créer. Une levée de fonds, comme nous, on a fait juste après une série seed, on a levé 3 millions, notre première levée. Le document faisait 300 pages. Donc, autant vous dire que le temps qu'on a passé sur l'un et sur l'autre, sont très différents, mais ça nous a permis de lever de l'argent. Donc, on a levé un peu d'argent auprès de Friends and Family. Et puis, une fois qu'on a eu la green light, le feu vert d'investisseurs plus importants qui nous ont dit on met 3 millions sur la table, voilà, on a décidé de faire le pas. Le SAFE, c'est vraiment utile, juste pour expliquer, SAFE, ça veut dire Simple Agreement for Future Equity. C'est souvent quelque chose qui est préféré aux notes convertibles, Convertible Notes en anglais, pour lever de l'argent au début en fait, de fundraising. Et c'est très simple, effectivement, on n'a limite pas besoin d'avocat, je ne devrais pas le dire, mais bon. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place, c'est très cadré, etc. Bon, c'est bien pour les friends and family et les montants qui ne sont pas trop importants, parce qu'après, quand il y a un montant plus important, les investisseurs préfèrent avoir des garanties plus importantes également. Et pour le SAFE, il faut effectivement avoir une C-Corp. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir une C-Corp pour une LLC qu'une LLC dans le cadre d'un financement ou de recours à des investisseurs, quels qu'ils soient. Et c'est effectivement un véhicule très pratique. Ouais, et juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait auparavant en termes de structure, nous, notre approche, elle était assez directe. On a été voir tout de suite un avocat qui était un corporate lawyer qui avait l'habitude de monter de travailler avec des entrepreneurs, et il nous a un peu donné l'ensemble de tout ce dont on avait besoin, les templates pour les contrats, pour les contracteurs, pour les employés. On a créé la société avec lui, on a créé le equity fund pour les employés. Enfin, on a tout créé en l'espace de 2 semaines. C'était rien en termes de travail. On a tout fait ça au travers d'un professionnel, un peu comme Hervé ici, qui nous a un peu donné le livre blanc en disant, voilà, c'est parti, on fait tout ça en 2 secondes, puis on n'en parle plus. Nous, on n'a pas le même problème cependant que Paul en termes de visa. Donc, ça forcément, ça enlève un nombre de questions ou de soucis, en tout cas, assez important, je suppose.
Non, bien sûr. Alors, les questions de visa, c'est une question importante, mais c'est vrai qu'une fois que le visa est fait, bon, nous, on a eu à l'époque où c'était 5 ans, donc on remercie M. Obama, on a pu avoir ce visa de 5 ans, mais par la suite, c'est vrai que toutes ces questions-là de contractuelles, on a tous ces histoires qu'on a pu entendre qui sont souvent un peu des stéréotypes, mais sur la difficulté un peu légale aux États-Unis, avec les risques de problématiques, s'il y a un jugement, s'il y a un client qui porte plainte, on a toujours un peu peur de cet aspect-là parce qu'on on sait pas vraiment savoir le vrai du faux. S'il faut un contrat vraiment béton, j'ai un avocat qui m'a dit avoir un bon contrat, c'est bien, mais avoir une bonne assurance, c'est mieux. Donc, c'est toutes ces questions-là qui viennent s'ajouter. Donc, le visa, c'est une question, mais une fois qu'on a compris que l'avocat s'occupait d'une bonne partie de la documentation et qu'on fournit ces documents, qu'on suit le cheminement qui est demandé, c'est pas un process il est long dans le temps en soi, mais ensuite, en termes de documents, c'est des documents relativement simples. Par contre, avoir par la suite un interlocuteur, donc un corporate lawyer, qui peut rassurer, qui peut accompagner, qui peut, en fonction des difficultés qu'on peut vivre avec des clients qui ne sont pas contents, avec des partenaires qui sont des escrocs, ça peut arriver. C'est vrai être en France, on a l'impression que tout est facile. Quand on est aux États-Unis, parfois, on peut avoir l'impression d'être un peu noyé dans le flot d'informations. Et donc là, c'est vrai qu'avoir un bon corporate lawyer, ça fait partie des gros atouts pour une entreprise quand on se développe, quand on se lance aux États-Unis, ça, c'est sûr. Oui, oui, non, c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, les États-Unis sont un pays très litigieux. Ce n'est pas une légende, malheureusement. Et pour l'illustrer, d'ailleurs, les contrats américains sont des contrats qui sont beaucoup plus épais, entre guillemets, que les contrats qu'on voit en Europe, puisque on essaie d'anticiper toutes les situations, ou le maximum de situations. Et effectivement, plus on a des éléments, des conditions générales de vente, ça c'est un élément important si on vend des produits ou des services, où on prévoit toutes les situations, c'est la meilleure police d'assurance qu'on puisse avoir, puisque Ouais. la règle, c'est prévu, voilà comment on résout cette situation, c'est inscrit dans le contrat, c'est inscrit dans les conditions générales de vente. Donc, il y a pas de, il faut laisser le moins possible de choses qui n'ont pas été couvertes et qui pourraient avoir comme conséquence un litige ou un contentieux plutôt. Mais tout ça, évidemment, alors surtout quand on vient de France, parfois ça peut donner un peu le vertige parce qu'effectivement, dans un pays comme la France qui propose beaucoup moins sur le contrat et beaucoup plus sur la loi, justement, où donc voilà, les choses, on a l'impression que finalement il y a moins de marge de manœuvre et donc moins de place peut-être pour des erreurs qui peuvent s'avérer fatales, que ça ne peut être le cas aux États-Unis. Mais en fait, ce qu'on apprend, vous allez me dire si je me trompe, mais on est quand même. Les choses sont aussi extrêmement balisées aux États-Unis, forcément. Hein. Il y a des centaines d'entreprises qui se créent chaque jour, des milliers sans doute, etc. Donc, il y a un écosystème de soutien et de professionnels de tout ça. Donc, on parlait des avocats, des experts comptables, etc., qui entourent tout ça, qui font que les choses sont quand même… c'est plus une question de mettre l'argent là où ça compte, accepter de payer pour des intermédiaires pour lesquels et des experts, enfin voilà, pour lesquels on ne paierait pas forcément en France, peut-être. Je ne sais pas, Paul, si tu es d'accord avec ça. Si, c'est bien ça, parce que surtout, et puis c'est les montants. Une fois de plus, on arrive dans un pays, on l'a évoqué dans notre discussion de préparation, c'est des montants on n'est pas habitué. Donc, quand on a les premiers contrats, surtout quand on est en développement au tout début, quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent sur les comptes et qu'on a des avocats qui demandent des dizaines de milliers de dollars pour des contrats, on peut être un peu apeuré. Et une fois que le business roule, on se dit, bon, heureusement, et qu'on a les premiers litiges, on dit, bon, heureusement qu'on a fait cette dépense parce que c'est un vrai investissement, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut capitaliser par la suite. Mais je pense qu'au début, ça peut faire peur, mais c'est plus sur les idées qu'on a des États-Unis. On va se prendre un jugement tous les ans et qu'il y a des clients qui sont forcément mécontents. Mais la base, c'est d'avoir un produit ou un service qui fonctionne bien et de se baquer avec des professionnels qui eux, connaissent bien mieux que nous leur métier. Hervé, par exemple, et qui permettent de rassurer l'entrepreneur. En tout cas, pour mon cas, dans mon retour d'expérience, c'est vrai qu'à chaque fois que je parlais avec un avocat, je me disais, bon, il a l'air bien, ou il ou elle est bien, et comme ça, je peux avancer, me focus sur mon business. Mais c'est important d'avoir ces interlocuteurs-là. Donc, je pense que dans les premières démarches, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes, autant comptables qu'avocats, parce que c'est eux qui vont enlever beaucoup de nœuds au cerveau. Je pense, oui, il faut avoir le réflexe de s'entourer des bons professionnels, sans trop prêcher pour ma paroisse, très en amont du processus,
pour justement éviter d'avoir des problèmes par la suite. Il ne faut pas appeler un avocat quand il y a déjà le feu. On l'appelle pour éviter qu'il y ait un incendie. Donc, c'est important. Et une fois qu'on a compris ce réflexe, c'est un réflexe américain. Tous les Américains, en général, ils ont tous leur avocat. Hein, même s'ils n'ont pas besoin d'avocat tous les jours, ils ont tous un avocat ou un comptable et un comptable. Mais c'est vrai que quand on lance quelque chose, une entreprise, il est important, à mon avis, d'avoir quelqu'un à qui on peut échanger, poser des questions en amont du processus, sans qu'il y ait de problème. Simplement pouvoir échanger sur des problématiques ou en tout cas des situations qui pourraient arriver, sans que cette situation soit forcément déjà arrivée. Alors, pardon, Guillaume, tu voulais… Non, j'allais acquiescer. Je pense que d'avoir les bons partenaires, c'est important. Je pense aussi que de trouver ces bons partenaires, je ne connais pas bien la France en termes j'y ai travaillé, mais j'ai jamais monté une boîte en France. Je pense qu'une chose qui est vraiment utile ici, c'est qu'il y a beaucoup d'experts pour les startups, en fait. Moi, je sais que il suffit de parler un peu dans nos réseaux, mais très rapidement, on peut trouver un avocat qui est un expert pour corporate lawyer pour monter une boîte. Très rapidement, on peut trouver un expert ou un CP, un comptable qui travaille quasiment avec des startups, donc il sait exactement comment travailler avec des startups, etc. Puis il y a le nombre d'outils qui sont utiles et utilisables par les entrepreneurs, il est assez incroyable. Je pense que bien s'entourer de personnes qui peuvent moi je dirais ça à tout entrepreneur, qui peuvent lui donner des conseils sur quel outil utiliser, quelle personne contacter pour tel ou tel problème. C'est quand même assez la clé, en fait, je pense, du démarrage. Ça enlève beaucoup de problèmes. Et d'autant plus, si je peux me permettre de rebondir, c'est qu'au tout début, on est quand même focus sur le business et c'est ça qui fait tourner la machine. Donc, passer des semaines entières à réfléchir à comment bien rédiger un contrat, bon, avec ChatGPT aujourd'hui, ça va être un peu plus facile, mais à l'époque, il n'y avait pas. Mais c'est sûr que être focus sur son business au début, c'est quand même la raison pour laquelle on a décidé de partir aux États-Unis et de faire ce choix qui est assez fort de partir de l'autre côté de l'Atlantique pour développer un business, devoir se prendre la tête à réfléchir à toutes ces questions, est-ce que le contrat est bien formulé, etc. Et avoir un asset, c'est vraiment un asset fort. Avoir un H&R qui travaille, avec qui on peut poser des questions, comment la première fois qu'on fait un licenciement, c'est jamais un moment agréable, mais c'est quelque chose qui est totalement différent comparé à ce qu'on peut connaître en France. Donc, avoir vraiment ces interlocuteurs-là de qualité, et ça grâce à des groupes comme la FAEA, comme le Club 600, comme French Founders, comme d'autres. Je pense que c'est un des gros assets. Et en tout cas, nous, ça nous a énormément aidé. Et surtout, ça nous a fait économiser un temps incroyable. Alors justement, avant peut-être de passer à cette partie-là sur comment on fait avec les particularités américaines, je voulais revenir quand même un peu sur la question de la levée de fonds, parce que donc on a parlé un peu de Guillaume qui nous a parlé de ces 60 millions de dollars levés. Alors ça s'est fait ces dernières années, ça ne s'est pas fait cette année, heureusement, parce que c'est sans doute beaucoup plus compliqué depuis quelques mois. Mais je voulais voir avec Paul un peu comment les choses se sont faites de votre côté, comment vous avez financé. Alors, tu nous as parlé de l'histoire et puis d'une sorte de pivot d'une certaine manière pour prendre un mot galvaudé dans l'univers des startups, mais c'est un peu de ça dont il s'agit. Comment ça s'est fait du point de vue du financement Alors, tout d'abord, nous, on a commencé par on a une structure française et donc on a fait une levée de fonds de Friends and Family avec un premier cercle pour pouvoir financer l'activité donc qu'on avait initialement dans le tourisme. Et par la suite, donc c'était quelques centaines de milliers d'euros. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que suite à ce Covid et à ce pivot, on a fait une levée de fonds via du chiffre d'affaires, ce qu'on évoquait un peu avant, c'est-à-dire qu'on a compris assez vite qu'on pouvait, avec peu de dépenses,
acheter des véhicules peu chers, donc de seconde main, des véhicules un peu usés, et les retaper, les revendre et faire une plus-value, ce qui nous a permis, en fait, lors de cette année 2020, de générer 600 000 ou 700 000 dollars pour pouvoir passer à l'étape d'après et donc avoir un hangar, recruter des employés, etc. Mais on a vraiment commencé en étant, comme les Américains disent, une garage company. Donc, on avait une maison avec un garage à Las Vegas. Les planches de bois passaient tout juste pour pouvoir retaper nos vieux bus scolaires qui avaient une vingtaine d'années. On achetait très peu cher. On rénovait pour peu cher aussi parce qu'on faisait tout nous-mêmes. Et ça nous a permis en fait de faire une levée de fonds avec du chiffre d'affaires qui était suffisant pour nous mettre le pied à l'étrier et avoir le minimum de cash flow pour pouvoir avoir le hangar et avoir en fait, répondre à notre besoin au fonds de roulement. Et puis là, l'année dernière, on a vécu la première, on a très bien fonctionné parce on double notre chiffre d'affaires tous les ans et on commence à avoir une bonne notoriété dans le marché, mais on a connu ce que voulait dire le coût de la croissance. Mes profs d'école de commerce me l'ont répété, j'ai pris du temps à le comprendre. Maintenant que je suis entrepreneur, je l'ai bien compris. Et donc, on est aussi en train de réfléchir à faire des levées de fonds. Et c'est là aussi où avoir les bons conseils. Donc, échanger avec Guillaume, bien évidemment que s'il a le temps, ça m'intéresserait beaucoup parce que faire une levée de fonds en France et faire une levée de fonds aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. On reçoit énormément de personnes qui nous proposent de participer à des levées de fonds, de nous donner de l'argent. Mais il faut faire attention aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de tentations. Ils donnent la chance à beaucoup plus d'entreprises, mais avoir le bon interlocuteur, avoir la bonne personne, c'est pas juste de l'argent, une levée de fonds, c'est aussi des conseils, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi de la mise en relation. Donc, c'est arriver à trouver le bon interlocuteur. Et je pense que c'est ça la vraie clé de réussite d'une levée de fonds, c'est que c'est pas juste des euros en plus sur un compte. Alors, ça fait partie, bien évidemment, mais c'est pas la seule et unique raison. Donc, nous, on s'est financé un peu en France. La BPI nous a un peu accompagnés avec quelques subventions. Et après, on s'est surtout financé en développant notre business. Mais alors justement, c'est ce que raconte Paul, c'est l'histoire d'une boîte qui est quand même bootstrappée, comme on dit en anglais, essentiellement, c'est ça. Donc il y a il y a beaucoup de gens dans cet univers des startups qui expliquent que voilà, il faut que la première étape est avoir des gens qui ont su passer cette étape de bootstrapping, c'est vraiment important. Et certains investisseurs d'ailleurs ont comme critère de ne mettre de l'argent que chez des gens qui ont réussi à passer cette première étape grâce au bootstrapping parce que ça montre des choses du point de vue de l'entrepreneur, etc. Évidemment, c'est peut-être plus facile quand on refait des vannes que dans certains, que si on essaie de soigner le cancer, par exemple. Mais il y a c'est difficile de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais Guillaume, toi, est-ce que donc vous avez levé, tu t'as dit progressivement, donc finalement quand même une somme quand même assez appréciable. Est-ce que ça correspond aussi à ce qu'était l'ère du temps, ce qui fait que l'argent était sans doute plus facile à lever et qu'aujourd'hui on a affaire à un univers de VC qui est quand même où il y a moins d'argent et donc les gens sont un peu plus exigeants sur les performances dès le début des entreprises, etc. Est-ce que ça correspond à ça ou est-ce que de toute façon, si c'était à refaire aujourd'hui, tu referais de la même façon? C'est une question très… Ouais. Écoute, je pense que d'abord, le marché s'est effectivement effondré en termes de valorisation d'entreprise, en termes de nombre de levées de fonds, etc. Donc, il y a eu clairement une sorte de mini-bulle où des prix, des levées de fonds étaient faites à des niveaux assez ridicules. Ça, c'est une première chose qui est certaine. Il y a plein de stats qui en parlent, etc. Ça, ce n'est pas une surprise. Dans notre cas, nous, on a fait plusieurs levées. On a fait donc Friend and Family pour 250, 300 000 $. Ensuite, on a fait, quelques mois plus tard, on a fait une vraie levée de fonds en série C à 3 millions. Ensuite, on a fait une levée un an et demi plus tard avec 11 millions et puis une autre avec un peu plus de 40. Donc voilà. Et la dernière, c'était il y a 2 ans. Je pense que si ça devait être fait aujourd'hui… Non, ce que je devrais dire aussi, c'est que lorsque nous, on l'a fait, en fait, on a été très précautionneux. En fait, souvent, quand on fait une levée de fonds, pas souvent, mais l'objectif, c'est d'avoir plus de demandes que de capacité en termes de levée. C'est-à-dire que moi, je cherche à lever 10 millions, par exemple.
Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait 50 millions d'offres, ce qui me permet ensuite de faire une sorte de bataille entre les investisseurs pour que les termes soient meilleurs pour moi. Nous, on a eu de la chance, en fait, lorsqu'on a fait notre dernière levée, où il y avait beaucoup plus de demandes de ce qu'on voulait. On a été très précautionneux, on n'a pas augmenté notre valorisation alors que tout le monde nous disait de le faire. On a été sur on n'a pas été fou. Et on a une raison d'avoir fait ça, c'est qu'en fait, comme tu le dis, il y a un moment où, et on ne savait pas que la crise allait arriver, hein, mais il y a un moment où en fait les investisseurs se focalisent surtout sur ton PNL et beaucoup plus que sur les idées, le potentiel, etc. Et si ton PNL n'est pas au niveau de la valorisation que tu veux faire, eh ben, tu dois, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire ce qu'on appelle un down round, c'est-à-dire que tu dois lever de l'argent à une valorisation qui est moindre que la dernière. Ce qui est un énorme problème pour les entrepreneurs et pour les employés et pour les autres investisseurs et qui est qui a beaucoup de conséquences négatives, en fait. Donc, nous, notre objectif, c'était surtout, parce qu'on connaît notre cycle de croissance, on connaît bien notre métier, donc on voulait surtout ne pas avoir une valorisation ridicule. Et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus, mais on n'a pas voulu, en fait. Donc, je pense que si on devait le refaire aujourd'hui, je ne pense pas qu'on serait à une valorisation qui est moindre que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première chose que je te dirais. Je pense que le point que Paul a fait sur la levée de fonds et de ne pas perdre du temps est tellement importante. Et je pense que pour tout entrepreneur aujourd'hui, je pense que c'est un aspect qu'il ne faut jamais oublier, en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent te prêter de l'argent. Beaucoup. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois choisir où est-ce que tu vas passer ton temps. Et de comprendre le marché des VC est quelque chose qui est clé. Et il y a différentes sortes de VC et ça ne sert à rien d'aller tous les voir parce que tu vas perdre ton temps, en fait. Et donc, d'avoir quelqu'un qui veut dire, ben voilà, le monde des VC pour toi, il est comme ça. Il y a ces VC-là, ceux-là, et ceux-ci. Tu dois parler que à ceux-là. Ça n'a rien. Tu peux passer ton temps avec tous les autres, tu perds ton temps. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que beaucoup de VC, pas tous, mais beaucoup, en fait, ils demandent à leur équipe junior, leur objectif, c'est de parler à tout le monde. Donc, les VC sont ravis, surtout les juniors, d'appeler, de dire, je veux bien te parler, on va prendre un café, etc. Mais en fait, pour toi, c'est une pure perte de temps parce que, en fait, leur objectif, ce n'est pas forcément de te financer. Ils ont besoin de parler à tout le monde. Donc, encore une fois, bien comprendre le marché des VC, le jour où tu veux faire une levée de fonds, je pense que c'est assez capital pour pas te retrouver dans la jungle et passer des années à parler à tout le monde et pour aller nulle part. Mais comment tu fais ça justement? Basé sur ton expérience à toi, qu'est-ce que tu peux… on va faire du coaching en direct là. Sachant que Paul a dit qu'il avait l'intention désormais de regarder du côté de la levée de fonds, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour se faire cette culture-là finalement, sachant qu'évidemment il va aller voir des gens qui ne sont pas ceux que toi tu es allé voir, hein. J'imagine qu'il y a peu de points communs entre tes investisseurs et ceux qui seraient intéressés par le business de Paul, quoi. On ne sait jamais, mais… Potentiellement. En fait, il faut d'abord comprendre dans les investisseurs, dans le monde des VC, il y a ce qu'on appelle les leads et il y a les followers. Les followers, c'est des gens qui ont de l'argent et qui vont mettre de l'argent assez rapidement, en fait. Les followers, les leads, c'est des gens qui font une évaluation de ta société et c'est eux qui vont donner une term sheet. Ces gens-là sont les plus importants dans le processus, en fait. Parce que si tu n'as pas de term sheet, les followers ne viendront jamais. Donc, il faut absolument que tu aies quelqu'un qui te dise, ben voilà, je pense que ta société vaut 20 millions, 5 millions, 50 millions, quel que soit le prix, et je suis prêt à mettre tant, même si ce n'est pas l'ensemble de l'argent que tu cherches à lever. D'ailleurs, c'est jamais, en général, ce n'est jamais l'ensemble que tu veux lever, mais ce sera une partie. Mais ces personnes-là, c'est eux qui vont donner le term sheet, c'est eux qui vont créer le contrat avec toi. C'est ce qu'on appelle un lead investor. Ça, c'est la première différenciation qui est vraiment critique. La deuxième, c'est de comprendre que quand on lève de l'argent, il y a des investisseurs qui font du seed investment ou du pre-seed investment, d'autres qui font des séries A, des séries B, etc. Donc, il y a différents niveaux de montants d'investissement que les investisseurs sont prêts à faire. Et donc, ça ne sert à rien d'aller voir un investisseur qui fait que ce qu'on appelle gross equity, des séries B, mais il faut que tu aies au moins 500 millions de revenus ou 50 millions ou 10 millions. Ça ne sert à rien d'aller les voir si tu cherches à lever de l'argent avec un morceau de papier en disant, bah voilà, j'ai besoin de 50 000 $.
tu perds ton temps, en fait. Et tout le monde perd son temps. Donc, et puis alors, donc ça, c'est les deux grosses différences. Puis après, il y a des investisseurs qui sont sectoriels ou par thème, qui ont ce qu'on appelle des philosophies d'investissement, qui veulent que dans les entreprises qui vont vers le consumer ou que vers les entreprises qui font ceci ou cela. Donc ça, il faut aussi comprendre ces différentes coupes en fait, du marché. Et une fois que tu as enlevé tous ceux qui ne rentrent pas dans ton cadre, tu as une liste. Et je pense que c'est cette liste sur laquelle tu passes ton temps. Et dans le cadre de Paul, ce que je te dirais, au-delà de tout ce que je t'ai dit, c'est en fait de comprendre quels sont les investisseurs potentiels. Une bonne façon, c'est bien sûr d'avoir dans ton réseau des gens peut-être dans l'industrie, une industrie adjacente à la tienne, qui peuvent te dire, bah, tiens, tu devrais parler à tel investisseur parce qu'ils sont top, ils nous ont beaucoup aidés. Ce que tu as dit sur je cherche pas simplement de l'argent, je pense que c'est assez capital aussi, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens enfin, beaucoup de fonds qui ont de l'argent, qui sont prêts à mettre de l'argent, mais ça ne veut pas dire que ça va te donner de la valeur au-delà de l'argent, en fait. Et nous, je sais que quand on a fait ces levées d'argent, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on va amener en tant qu'investisseur. On a besoin de quelqu'un qui a un réseau, on a besoin des gens qui ont de l'expérience opérationnelle ou qui ont déjà qui ont travaillé des boîtes qui ont été à l'international, etc. Donc, on a beaucoup réfléchi un petit peu à ce maillage de connaissances et qui, je pense, est très utile en tant qu'entrepreneur. Et puis, je pense aussi, là où je te rejoins d'autant plus, c'est que tu vas avoir les personnes qui veulent parler, les juniors dont tu as parlé. Moi, c'est une vraie réalité. Je reçois 2 à 3 calls par semaine de gens qui disent on veut vous donner de l'argent. Je n'ai jamais vu un pays comme ça. C'est incroyable. C'est la ruée vers l'or. On veut te donner de l'argent. Donc, on perd beaucoup de temps. Je pense que je te rejoins totalement dans une des premières missions quand on se prépare à une levée de fonds. Ce qu'on fait nous là, c'est déjà identifier quels sont tes besoins, dans quoi tu vas dépenser cet argent-là. Si c'est dans du marketing, si c'est nous dans notre cas, c'est dans du marketing, ça va être dans du développement d'industrialisation de nos process. Et donc dans ce cas-là, ça va vraiment changer totalement quel interlocuteur tu vas aller voir et pourquoi tu veux faire rentrer ces personnes-là. La chance qu'on a dans ce pays aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs et il y a autant d'investisseurs que de secteurs, je vais dire, donc, ou l'inverse, autant de secteurs que d'investisseurs. Et donc, c'est-à-dire que pour chaque besoin, on peut trouver des VC, on peut trouver des investisseurs. Et donc, la première étape, c'est vraiment de lister les besoins et ensuite, face à ces besoins, matcher des VC qui vont être dans le même secteur. Et je sais que nous, c'est un des gros sujets où on est même en train de discuter avec des industriels du marché parce qu'on sait qu'ils ont une vraie valeur ajoutée sur le développement de notre activité en termes de conseils, mais aussi en termes de réseau, en termes de développement. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre et donc il y a des personnes qui sont passées par certaines étapes avant nous et ça fait qu'une fois plus, on est en train de parler de gains de temps énormes et d'énergie cérébrale au lieu d'essayer de se casser la tête à essayer de convaincre quelqu'un. Non, il vaut mieux aller voir la personne qui connaît le marché dans lequel on est, qui est déjà passé par les erreurs, qui a déjà fait certaines erreurs et qui peut te permettre d'en éviter quelques-unes. Et je pense que en tout cas, le chemin dans lequel on est actuellement, c'est exactement ça. Comment on fait justement? Alors, on avait dit qu'on essaierait d'aborder les erreurs à ne pas commettre. Il nous reste 10 minutes maintenant, mais quelles sont, dans vos expériences respectives, Guillaume et Paul, ce que vous qualifieriez comme erreur numéro 1 ou parmi les erreurs importantes que vous avez faites éventuellement et que vous ne referiez pas dans votre parcours d'entrepreneur? C'est une question un peu générale, hein, donc je ne sais pas si vous avez une réponse, mais on peut tenter. Guillaume. Alors, il y a beaucoup on a fait beaucoup d'erreurs, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup à éviter. Mais je pense que surtout, on apprend. À chaque fois qu'on fait une erreur, on apprend. Et donc, l'objectif, c'est de faire l'erreur rapidement et puis de ne pas en faire trop non plus et d'avancer. Il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit. En fait, d'abord, la première chose, c'est se focaliser et de ne pas trop changer avec l'air du temps, le vent, etc. Je sais que pour toi, Paul, tu as fait un pivot, donc forcément, ça va un peu en conflit avec ça. Mais en tant qu'entrepreneur, surtout au début, on est un peu comme une barque sur l'eau et un peu de vent va nous vers la gauche, un peu de vent vers la droite. Et c'est très facile de perdre le nord. En fait. C'est tellement facile parce qu'il y a des opportunités qui viennent.
Et c'est beaucoup plus compliqué pour une grosse entreprise qui a des processus, qui a un produit qui est bien établi, qui a une marque, etc. Mais pour une toute petite entreprise, le produit, on peut le changer assez rapidement, en fait. Il n'y a pas toute une histoire qui est derrière, des processus, des clients, etc. Donc, mais je pense que de savoir ce qu'on veut faire, d'être focalisé, je pense que c'est vraiment une des grosses erreurs, ou une des grandes raisons d'un succès, et ne pas être focalisé est une erreur. Quand je vois, on a eu l'opportunité souvent, je vois des banques étrangères qui viennent de très loin, qui nous disent: ah, vous ne voulez pas venir travailler avec nous, venez prendre un meeting, vous rencontrez notre CEO, on vous donne 15 minutes avec lui de l'autre côté du monde. Et en fait, ah oui, c'est une opportunité, mais on a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Et je ne sais pas si j'ai envie de traverser le monde, payer tout ce qui, voilà, payer le ticket, passer tout le temps surtout, pour avoir un rendez-vous de 15 minutes. Ah, effectivement, il y a une opportunité, elle est peut-être là, mais elle est très distante, et puis c'est loin de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment être focalisé. Je pense que ça, s'il y avait une chose à garder dans l'esprit, je pense que c'est celle-ci. À refuser un client, moi je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout quand on est jeune, on se dit, mais attends, moi je me souviens avoir dit à mon associé, mais attends, il veut nous acheter un véhicule, on veut lui vendre, on fait tout ce qu'il veut. Et on a perdu du temps, de l'énergie, et on finit par avoir la personne qui est là, le client qui est pas content parce que c'était pas le marché. Donc c'est comprendre quel est ton marché, très bien l'identifier, et arrêter de penser que c'est toi qui as raison, mais c'est le marché qui va te dire là où ton produit plaît. Nous, à notre échelle, on a donc maintenant qu'on a commencé à avoir quelques chiffres, bah, notre marché, c'est les femmes célibataires de plus de 35 ans habitant sur la côte ouest. Quand on est arrivé, je m'attendais que ce soit des millennials de 25-30 ans qui voulaient un véhicule un peu smart. Donc, je pense que écouter son marché, c'est important. Et puis surtout, être focus sur son produit ou son service, ça l'est énormément. Nous, on a un autre point aussi, c'est que c'est arrivé à se mettre dans l'American mindset, si je puis dire, avec les employés. On est arrivé avec cette European mindset, ou ce mindset un peu latin, à être très convivial, à être très sympathique, et donc à créer des liens un peu plus forts que juste de l'emploi. Et en fait, on a été très déçus. On a un employé avec qui on a travaillé pendant plus de 2 ans, et qui un dimanche soir nous envoyait un mail en disant, bah, je pars et je ne viendrai pas demain. Et donc, on a été un peu scotché. Alors, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais arriver à se mettre dans la façon de travailler américaine, ça a des avantages et ça a des inconvénients, si je puis dire. Mais c'est penser qu'on est bien, on est français, mais basé aux États-Unis. Et donc, c'est cette énergie-là américaine qu'il faut arriver à comprendre. Et culturellement, on est quand même bien différent. Je dis souvent qu'on est plus proche des Mexicains que des Américains d'un point de vue culturel. D'un point de vue business, je ne suis pas plus proche des Mexicains, mais les Américains ont une façon de faire du business qui fait toute la raison pour laquelle on est là. Je pense, Guillaume, c'est pas toi qui me dira le contraire. Mais donc, se mettre dans ce mindset-là, on m'avait dit cette phrase, un de mes employés m'avait dit: hire fast, fire faster. C'est pas facile quand même comme modèle, mais arriver à se mettre dans ce mindset-là, c'est surtout quand on est un peu plus jeune et qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'être confronté à des problèmes de ressources humaines. Nous, ça a été une des erreurs de se dire on est trop gentil. Oui, je pense que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Paul, je pense sur la partie ressources humaines, il y a beaucoup de déceptions ou de surprises où les gens en fait découvrent qu'en fait les employés qu'ils avaient et qui pensaient être les employés fidèles, bah, aux États-Unis, le principe c'est employment at will, mais c'est employment at will dans les deux sens, hein. Donc il faut bien le comprendre. Les employés qui partent, et même qui partent et qui après essaient de lancer une poursuite judiciaire pour essayer de récupérer quelque chose, souvent pour des motifs qui sont fallacieux, mais il faut gérer, il faut traiter l'histoire. Il y a un avocat qui doit être qui est rémunéré pour ça et qui est rémunéré pour ça. Donc c'est beaucoup de perte de temps, et c'est des choses que les Européens n'ont pas culturellement. Donc, il faut garder en fait un recul très important là-dessus, sur les employés, etc. Et quand la société commence à avoir une certaine taille, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de prendre ou d'embaucher quelqu'un qui gère les HR, qui est américain. Nous, ça, c'est ce qu'on a fait. On le faisait par nous-mêmes avec des softs, parce que pour le coup, comme l'a mentionné Guillaume un peu plus tôt, des softwares, il y en a à savoir qu'en faire pour tous les besoins possibles et imaginables. Mais en fait, arriver à une certaine taille, c'est chronophage, et on ne peut pas passer autant de temps à répondre à toutes les questions sur les bénéfices, sur toutes ces choses-là qui sont naturelles. Et donc, on est passé l'année dernière avec une boîte de ressources humaines qui, elle, s'occupe de toutes ces questions-là. Et donc, dès que j'ai un employé qui me dit: ah, j'ai pas été payé, je lui dis: hop, hop, hop. Ça, c'est plus mon travail.
tu as un numéro, tu lui demandes. Si je me suis trompé dans n'importe quelle prise d'information, il n'y a pas de problème. Par contre, tu es en direct, t'es en direct. Et de la même façon que quand on a eu un litige avec un client qui n'était pas le bon, donc pour rebondir ce que disait Guillaume auparavant, on a eu un premier litige et je me suis dit, j'ai commencé à à écrire un mail, je me suis dit, mais surtout pas, c'est pas du tout la bonne façon. Déjà, tu perds de l'énergie et du temps, tu n'es pas compétent. Tu prends ton avocat, tu lui donnes toutes les pièces possibles et imaginables et c'est elle qui gère. Et entre avocats, ils vont discuter. Et donc, j'avais vite compris que dans les erreurs à ne pas commettre, c'est penser qu'on sait tout sur tout. Non, il y a des gens qui sont spécialistes et il vaut mieux être spécialiste dans son domaine, c'est-à-dire développer du business et laisser les autres personnes le faire. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que... Pardon. Non, vas-y, Emmanuel. Jusqu'à quel point, justement, l'externalisation, donc tu parles, si j'ai bien compris, tu as externalisé d'une certaine manière tes HR aussi, enfin la gestion des HR. Jusqu'à quel point, est-ce que c'est une question de taille, est-ce que c'est autre chose? L'externalisation est forcément une bonne chose, parce qu'on voit bien que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup cette tension entre le focus et quand même ne pas non plus aller jusqu'à l'entêtement, savoir, on l'a dit, tu as pivoté toi, donc savoir à un moment où le focus n'est plus du focus mais devient de l'entêtement, et donc là il faut pivoter. Et de la même manière, est-ce que resserrer à un point excessif ces tâches internes et externaliser tout le reste peut pas être aussi un excès à arriver à une certaine taille ou arriver. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, c'est quoi? C'est un seuil? Est-ce qu'il y a un seuil de nombre de gens à partir duquel, de toute façon, il faut faire les choses soi-même parce que externaliser n'a plus de sens? Je sais pas, Guillaume, par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit beaucoup. Je suis tout à fait en accord avec ce qu'on disait sur l'externalisation. Je pense qu'aux États-Unis, on a tendance à pousser beaucoup de choses, de se focaliser sur notre propre métier, de pousser tout le reste à l'extérieur. Je pense que ce qui est très important d'internaliser, ce sont les fonctions qui sont clés pour ton propre business. Je pense que de faire confiance ou de passer par une tierce personne n'est pas forcément la meilleure chose. Et puis après, il y a une question effectivement de taille. Et que nous, on a tout de suite recruté une superstar dans les ressources, pas tout de suite, mais quand on avait une quarantaine de personnes, une superstar des ressources humaines qui gérait d'ailleurs le stade des Brooklyn Nets et des Kevin Durant et tout ça, donc qui connaissait très, très bien son métier de ressources humaines, qui avait 25 ans d'expérience. Et ça nous donne vraiment un atout assez incroyable. Je voulais juste rebondir parce qu'on a entendu des choses un petit peu négatives sur la relation employée. Moi, je dois dire que nous, on passe beaucoup de temps avec nos employés. Et on a une très bonne relation. Donc, moi, je n'ai pas eu cette expérience de relation avec des frictions. On en a un petit peu, mais pas extrême. En revanche, nous, on passe beaucoup de temps à gérer et à créer une culture d'entreprise. Donc, ce sera peut-être un sujet pour une autre fois. Mais vraiment, c'est un aspect de l'entreprise qui, pour nous, est important. C'est de dire comment est-ce qu'on crée une entreprise où les gens, les employés, ont envie d'être là, et qui vraiment respire ce que nous et ce qui est important pour nous. Et donc, on n'essaie pas d'être trop gentil, il ne faut pas non plus. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas que ce soit le bon terme, mais je pense qu'on passe beaucoup de temps à se dire quelle est la bonne expérience qu'on veut donner à nos employés. Oui, et puis je suis d'accord avec toi, d'autant plus aux États-Unis où il y a une vraie relation au lifestyle. Nous, ce qu'on leur dit souvent, c'est qu'on leur dit, ils nous disent souvent votre entreprise. On dit non, notre entreprise. On est tous ensemble là-dedans, on est dans le même bateau et sans vous, on ne peut pas avancer. Et donc, essayer de créer des moments ensemble pour que, en fait, pendant la journée, ce ne soit pas juste des collègues, mais ça puisse devenir des amis. On voit qu'il y a une vraie, c'est vraiment important, et d'autant plus aux États-Unis. Ils ont vraiment ce mindset-là sur le lifestyle où ils partent en week-end ensemble, ils vont faire des soirées ensemble, ils vont voir des matchs de hockey, peu importe. Mais c'est vrai que c'est sur le recrutement et sur le fait de virer où nous, on a eu plus de difficultés. Peut-être par manque d'expérience. Oui. Pardon, Muriel avait une question donc, qui s'adresse peut-être un peu à Hervé. Elle n'a pas l'air contente d'avoir des 2 avocats d'immigration qu'elle a eu au moment de demander son visa E2. Et donc, sa question, c'est comment faire pour trouver le bon avocat, mais je pense qu'on peut peut-être l'élargir à d'autres corporations. Justement, on a beaucoup parlé d'être accompagné. Donc, comment on fait pour trouver la bonne personne, en l'occurrence le bon avocat, à un moment où finalement on ne connaît rien, dit-elle. Hervé, à part aller voir. À part m'appeler.
Ouais, c'est Il n'y en facile. a pas d'autres. Non, je pense que c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, je pense que c'est le meilleur moyen parce que les gens qui ont une bonne expérience avec un professionnel, c'est la façon la plus simple que que de le recommander. À mon avis, voilà. Moi, c'est le conseil que je donne, et c'est aussi ce que je reçois. Beaucoup de mes clients viennent recommandés par d'autres clients. Et on revient du coup, Guillaume, Paul, peut-être vous pouvez parler de ça, mais justement à cette question du réseau, du networking aux États-Unis, de l'entraide, et à laquelle une initiative comme le FAEA correspond tout à fait, puisqu'il s'agit de ça, hein, ces entrepreneurs qui sont mis ensemble pour créer un award pour aider les jeunes entrepreneurs qui arrivent ici. Mais c'est ça votre expérience tous les deux, c'est l'importance du réseau, de l'entraide. Guillaume? Absolument. Et je pense que la FAEA joue pour nous a joué un rôle assez important en termes de visibilité, en termes d'accès à des compétences et puis un réseau social de grande qualité. Donc, au-delà de la FAEA, bien sûr, il y a tout notre réseau professionnel, personnel, sur lequel on doit compter en tant qu'entrepreneur. Mais il y a effectivement des organisations, comme la FAEA et d'autres, qui sont vraiment dédiés qui sont dédiés à aider en fait les entrepreneurs. Et je pense que les entrepreneurs font une erreur d'oublier que ça existe en fait, s'ils le font. Ouais, je suis totalement d'accord. Nous, d'autant plus quand on a peu d'expérience, comme quand on a commencé, on avait 27 ans, on n'avait aucune idée de comment faire. Donc, on partait un peu la fleur au fusil. On se disait, bon, on verra bien, advienne que pourra. Le fait de rencontrer des entrepreneurs, d'autant plus, ce qu'on évoquait un peu au préalable aussi, c'est que moi, j'étais impressionné de la bienveillance de tous les entrepreneurs ou de tous les interlocuteurs français avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger parce que c'était de l'échange gratuit, sans intérêt de leur part. Parler avec un jeune de 27 ans qui fait des voyages dans des bus scolaire, bon, je vois pas trop l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer. Et pourtant, j'ai eu des personnes qui ont passé des heures et des heures et des heures. J'ai encore dîné avec un MOF, un meilleur ouvrier de France qui vit à Las Vegas, s'appelle Jean-Philippe Maury, le plus jeune MOF de France qui est venu et qui a juste échangé avec nous par pure sympathie et par transmission de savoir. Et je pense que c'est vraiment une erreur importante, dans les erreurs à pas commettre, c'est penser qu'on est un cavalier seul. On fera que plus d'erreurs à y aller seul et on fera que en éviter d'autant plus si on peut être accompagné et aidé. Et j'appuie le fait sur la bienveillance des conseils. La FAEA, le Club 600, je pourrais citer des noms, mais ça a peu d'importance, mais les gens ont vraiment beaucoup de bienveillance et je pense que c'est la meilleure façon d'être bienveillant soi-même par la suite. Quand on en reçoit tellement, on a envie d'en redonner un peu. Voilà, ouais, sur cette vision très positive, on va s'arrêter là, c'est parfait. Mais c'est vraiment, on arrive souvent à la même conclusion au terme de ces discussions, hein. Les États-Unis sont un pays de communautés, donc qui vivent entre elles, imbriquées les unes aux autres, mais qui sont quand même voilà, des communautés agglomérées finalement. Et par exemple, les Français aux États-Unis, les entrepreneurs français aux États-Unis, etc., font partie de ces communautés, et s'appuyer sur les communautés auxquelles on appartient, c'est la manière de réussir aux États-Unis, et qui n'est pas forcément la culture qu'on a quand on vient de France, la façon de penser, même si au jour le jour, c'est peut-être pas si différent que ça, mais on n'y pense pas forcément de cette façon-là. Et voilà. Et donc, en tout cas, le FAEA fait partie de ces petites pierres qui viennent construire ces différentes aventures. Donc, merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois, d'avoir donné votre expérience, vos conseils. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pendant cette heure. N'hésitez pas évidemment à continuer à poser vos questions en direct, pas en direct, mais par la suite auprès de French Morning si vous le souhaitez, auprès d'Hervé, de Paul et de Guillaume. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur qui avait un projet aux États-Unis, eh bien, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à début mai, je crois, pour le concours de French American Entrepreneurship Award. Je vous encourage à le faire, c'est une expérience. Guillaume et Paul, tous les deux, nous en ont dit tout le bien qu'ils en pensaient. Donc, allez-y. Et la finale aura lieu début juin, évidemment. Vous pourrez lire
tout ça dans French Morning. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.